Donc, ça veut dire que quand nous parlons français, ça, c'est pour les qu'on parle en médecine. On a dit, si on parle avec nous, nous parlons français. C'est celle profession, parler pour bon matin, pour millionnaire, pour famille. Et bien, les choses qui se lèvent là, because the one for nine, one can I use bon, ça veut dire que les grandes familles idéologiques, comme bien les dire, c'est qu'il y a la clivage, droite et gauche. Donc, cette question de droite et de gauche constitue les deux grands. Cette question de droite et de gauche constitue les deux grands clivages idéologiques. Ok. Alors, quelles sont les différentes familles de gauche? Les différentes familles idéologiques de gauche constituent, il y a le communisme. Le communisme, alors on dit que le communisme socialiste, mais on peut détacher ces deux grandes idéologies, le socialisme, et puis il y a l'anarchisme. Les principales idéologies de droite sont, on parle de le conservatisme, il y a le libéralisme, et puis il y a le fascisme. Il y a le fascisme. Et puis il y a le néolibéralisme. Le néolibéralisme. Alors ici, nous avons trois grandes familles idéologiques de gauche. Si on arrive à fusionner le communisme et le socialisme, ici, nous avons deux grandes idéologies, deux grandes familles idéologiques de gauche. Mais si on divise, on sépare le communisme et le socialisme, nous avons trois grandes idéologies de gauche. Et nous avons quatre grandes familles idéologiques de la droite, c'est ce qu'on appelle le conservatisme, le libéralisme, le fascisme et le néolibéralisme. Je vous ai dit que la droite a un ensemble de caractéristiques. Il y a l'inégalité sociale, sont l'une des caractéristiques de la famille idéologique de droite. Il y a l'individualisme, il y a la conservation des traditions, et il y a ce qu'on appelle la caractéristique couramment appelée réactionnaire et l'injustice sociale. Il y a une autre caractéristique qu'on appelle l'antirationalisme. Pourquoi? C'est parce que vous allez voir qu'on dit que le fascisme, c'est une idéologie antirationnelle. Et vous allez voir ça. Antirationalisme. Alors, on peut dire fascisme. Fascisme et fascisme. On prononce ça fascisme. D'accord? Oui. Nous allons voir ça. Alors, je vous ai dit que, bien que l'idéologie se définisse comme étant un système d'idées servant à concevoir le monde, c'est une représentation qu'on fait de la réalité en ce qui a trait à l'ordre socio-politico-économique.
lorsqu'on a une appartenance idéologique, on devient dogmatique. Pourquoi? C'est parce qu'on a une sorte de croyance en un ensemble de valeurs qui constituent le fondement de la représentation mentale de la réalité. Mais même si on a une appartenance idéologique, ça ne veut pas dire que qu'on va pas mettre l'accent sur la question de la pratique sociale, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est parce que il faut poser un ensemble d'actions concrètes, n'est-ce pas, pour arriver, c'est ce qu'on appelle à la matérialisation, d'accord, de ce schéma théorique, d'accord, de ce système d'idées, n'est-ce pas? Donc, de ce fait, étant donné que je viens de vous montrer les trois grandes familles idéologiques de gauche, eh bien, qui se fondent sur plusieurs caractéristiques, à savoir l'égalité sociale, le collectivisme, l'aspect révolutionnaire de la question, la justice sociale et la radicalité. Le conservatisme. Alors, écoutez-moi bien. Vous allez voir que plusieurs familles idéologiques de droite sont en contradiction entre elles. Ça ne veut pas dire que du fait que ces grandes familles sont de droite, qu'elles ne sont pas en contradiction. Vous allez voir le conservatisme, c'est une idéologie de droite, mais qui est réactionnaire. Pourquoi? C'est parce que le conservatisme sert à conserver les traditions. Donc ça, c'est le fondement majeur d'une telle famille idéologique, conserver les traditions. Le conservatisme. Donc cette idéologie essaie de conserver les traditions. Et vous allez voir, même après la Révolution française, le courant conservatiste persiste encore en vue de conserver les valeurs de la royauté. Mais par contre, le libéralisme, je dirais, étant une idéologie, s'oppose au conservatisme. Pourquoi? C'est parce que la Révolution française de 1789 est d'essence d'ordre libéral. C'est le libéralisme qui a enfanté la Révolution bourgeoise de 1789. Dans cette perspective, qu'est-ce que vous remarquez? Le libéralisme ressemble qu'il est révolutionnaire. Pourquoi? C'est parce qu'il crée une rupture au sein de l'ordre socio-économico-politique. Pourquoi? C'est parce qu'on a chambardé la royauté pour instaurer la monarchie constitutionnelle. De ce fait, qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, le libéralisme ressemble qu'il est révolutionnaire, même si c'est une idéologie réactionnaire. Pourquoi? C'est parce que la Révolution française n'a pas aboli les privilèges, les inégalités sociales, n'est-ce pas? Mais par contre, par rapport à la royauté, par rapport au courant conservatiste, le libéralisme est révolutionnaire et radical. Et par exemple, vous allez voir le fascisme. Alors le fascisme, c'est une idéologie d'extrême droite. C'est un excès de la droite. Pourquoi? C'est parce que c'est une idéologie qui s'oppose au système capitaliste mondial. Et vous allez voir, le fascisme a pris naissance après la Première Guerre mondiale. Et vous allez voir, il y a un ensemble de pays qui voulaient se basculer vers le fascisme. Tel que en Italie, parce qu'on a fait d'énormes promesses à l'Italie. Et on a promis à l'Italie certaines zones stratégiques après la Première Guerre mondiale, comme la Rhéténie, la Dalmatie, etc. Eh bien, ces promesses n'ont pas eu lieu. C'est dans cette perspective que l'Italie va se basculer vers le fascisme avec Mussolini, c'est-à-dire que, on va créer un État fort. Un État fort, c'est-à-dire qu'un totalitarisme. Donc, l'État devient, c'est ce qu'on appelle l'élément central qui essaie de contrôler toute la structure socio-politico-économique. Même les citoyens est la propriété privée de l'État. Les religions se trouvent sous l'empire de l'État.
D'où la raison pour laquelle les fascistes est une idéologie totalitaire, eh bien, de tendance révolutionnaire. Pourquoi? C'est parce que il s'oppose, eh bien, aux valeurs libérales. Pourquoi? C'est parce que c'est la crise de 1929, la crise du capitalisme, d'accord, qui a enfanté les grandes idéologies totalitaires en Europe pour que ces États deviennent des États forts. Et vous allez voir qu'il y a les fascistes de Mussolini, qui est un fasciste dictatorial, mais non raciste. Mais vous savez que le fasciste allemand d'Hitler est un fasciste raciste. Parce que Hitler a exterminé environ des millions de juifs. Pourquoi? C'est parce qu'on a compris que les problèmes que l'Allemagne confronte tout au long de cette période, c'est parce qu'il n'y a pas, eh bien, une race pure. Il faut qu'on procède à un nettoyage ethnique. C'est-à-dire que il faut essayer de débarrasser l'Allemagne, c'est-à-dire que de l'ensemble des races inférieures, comme les Juifs et tant d'autres peuples, d'accord, qu'on considère comme étant un peuple inférieur. Et vous remarquez que le fascisme, eh bien, est une idéologie qui est à l'extrême, c'est l'extrême droite, c'est-à-dire que un excès de la droite, c'est-à-dire qui s'oppose d'emblée aux valeurs du libéralisme, aux valeurs du capitalisme mondial. Parce que c'est un État nationaliste, un État, je dirais, qui réclame ce qu'on appelle un espace vital en vue, d'accord, de renforcer, c'est ce qu'on appelle de mobiliser, donc ces ressources financières matérielles afin qu'ils deviennent une grande puissance. Et vous allez voir le néolibéralisme comme étant une idéologie de la droite, est conservateur. Vous remarquez comment les idéologies s'entrecroisent? Pourquoi dit-on que le néolibéralisme est conservateur? Cependant, le libéralisme s'oppose au conservatisme. Comment se fait-il que le néolibéralisme arrive à conserver les valeurs libérales? D'où il est conservatiste. Pourquoi il est conservatiste? C'est parce que il essaie de conserver les valeurs libérales. Alors, vous savez que le néolibéralisme a pris naissance en 1970, n'est-ce pas? C'est dans cette période, au cours de cette période, qu'après les 30 glorieuses, alors vous savez que la crise de 1929, eh bien, a entraîné la naissance du keynésianisme, l'État-providence, n'est-ce pas? Parce que vous savez que le capitalisme était en crise. Il faut qu'il y ait l'intervention de l'État pour résoudre les problèmes économiques. Parce que avant cette crise, l'État n'avait pas le droit d'intervenir dans les questions économiques, n'est-ce pas? C'était un État qui remplit une fonction régalienne, c'est-à-dire que assurer, c'est ce qu'on appelle la sécurité, créer les infrastructures, etc. Mais les grandes questions économiques sont réservées entre les mains des différents acteurs économiques. C'est ce qu'on appelle la main visible, selon Adam Smith, n'est-ce pas? Mais avec la naissance de l'État-providence en 1900, après la crise de 1929, l'État va intervenir dans les grandes questions économiques. Mais après les 30 glorieuses, c'est-à-dire que le keynésianisme essaie de résoudre la crise du capitalisme, eh bien, on va opter pour le retrait de l'État dans l'économie. C'est le néolibéralisme qui demande le retrait de l'État au sein de l'économie, n'est-ce pas? Donc, l'État doit se retirer dans les grandes questions économiques, laisser le champ libre aux différents acteurs économiques, c'est-à-dire que pour que ces acteurs-là, eh bien, entrent en concurrence pour la création de la richesse. Donc, et c'est pourquoi vous allez voir que, eh bien, le néolibéralisme allait prendre naissance dans un tel contexte. Et c'est pourquoi vous allez voir que le néolibéralisme va, eh bien, entraîner, c'est ce qu'on appelle la naissance de la mondialisation. Donc, c'est-à-dire que c'est l'explosion du système capitaliste à l'échelle planétaire. Alors, mettons l'accent sur les idéologies de gauche, comme le communisme, le socialisme, l'anarchisme. Alors, le communisme socialiste,
c'est une idéologie de gauche, qui essaie de remettre en question le système capitaliste mondial. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on parle du système de la famille idéologique, lorsqu'on met l'accent sur le communisme socialiste, il faut qu'on mette l'accent sur la justice sociale, sur le combat. C'est une lutte pour l'égalité sociale. C'est une lutte pour la justice sociale. Eh bien, la vision de cette famille idéologique constate que, à l'échelle mondiale, l'ordre mondial est inégalitaire. L'ordre mondial se fonde sur l'injustice sociale. Il faut qu'on arrive à rééquilibrer l'ordre économique mondial. Pourquoi il existe certains pays certains États, certains pays qui sont riches, il y en a d'autres qui sont pauvres. Et il y a une inégalité flagrante à l'échelle planétaire et ça crée de l'injustice sociale. Il existe dans la plupart des pays, des enfants qui meurent de faim. Or, cependant, il y a des pays qui sont riches. Sur l'espace terrestre, sur la planète Terre, il existe assez de ressources pour que tous les habitants de cette planète puissent avoir accès à un minimum vital. Mais qu'est-ce qui crée cette inégalité sociale? Qu'est-ce qui crée cette injustice sociale? D'où la raison pour laquelle les familles de gauche vont contester l'ordre économique mondial. D'où la raison pour laquelle ces familles-là sont radicales. Ce sont des idéologies radicales. Il faut rééquilibrer l'ordre mondial. Parfois, vous allez voir que le communisme veut détruire l'ordre mondial. Il faut aller vers sa destruction. Même si moi, je ne suis pas pour une destruction. Parce qu'on ne peut pas arriver à une destruction de la richesse. Il faut qu'il y ait de la richesse. Moi, je suis pour, c'est ce qu'on appelle une réforme, un rééquilibre. Il faut rééquilibrer l'ordre mondial, la richesse mondiale, n'est-ce pas, pour arriver à un minimum de justice sociale. Pourquoi? C'est parce que ça peut arriver qu'on ne va pas briser, casser de manière radicale les inégalités socio-économiques, mais il faut que chaque être humain puisse avoir accès à un minimum vital. Et ceci étant dit, vous comprenez pourquoi les idéologies de droite, les familles de droite comme les libéralistes prônent l'inégalité sociale, l'individualisme, le bien-être individuel, au détriment du bien-être collectif. C'est-à-dire que même si une seule personne contient près de 30-80%, un groupe de personnes possède 80% de la richesse mondiale, et il y a un autre groupe qui possède 20%. Donc, c'est pas l'affaire du libéralisme. Pourquoi? C'est parce qu'il faut maximiser le bien-être individuel. Alors, c'est comme si il y a un gâteau qui est là, et puis on demande à tout le monde, d'accord, de tirer sa part. D'accord? Ici, il va y avoir une bataille pour le gâteau. Et cette répartition sera inéquitable. Mais, ceci étant dit, si on a une personne qui prend le gâteau et essaie de le partager à part égale, qu'est-ce qui va y arriver? Eh bien, chaque personne va accéder à un minimum, n'est-ce pas, de manière équitable. Mais, par contre, le communisme trouve sa naissance dans la conception marxiste. Et je me suis dit, tout le monde qui est dans les sciences humaines, qui n'a pas maîtrisé la conception marxiste, et on connaît une grande faiblesse intellectuelle. Pourquoi? C'est parce que c'est l'un des paradigmes, qui a une vision mondiale. Pourquoi? C'est parce que le marxisme, c'est une théorie qui a fait couler beaucoup d'encre au 19e siècle. Parce que c'est une idéologie qui conteste le système capitaliste mondial. Vous savez comment Marx arrive, à remettre en question le système capitaliste. Surtout dans le manifeste du Parti communiste et l'idéologie allemande, le Capital, ce sont des ouvrages, majeurs qui constituent les fondements de la théorie marxiste, n'est-ce pas? Alors vous allez voir que le communisme
le socialisme se fonde sur la conception marxiste. Alors, vous savez que Marx essaie de fonder cette conception, c'est en essayant de constater l'inégalité qui existe au sein du système capitaliste par rapport à la lutte des classes. Lui, il constate que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a une question de lutte des classes. C'est pas uniquement le système capitaliste qui produit les inégalités socio-économiques. Même le système féodal repose sur les inégalités des classes, n'est-ce pas? C'est pourquoi il va y avoir une lutte entre deux grandes classes sociales, la classe de la bourgeoisie et la classe prolétarienne. Si vous voyez, la classe de la bourgeoisie qui constitue la classe en soi, n'est-ce pas? Et la classe des travailleurs, la classe prolétarienne qui constitue une classe pour soi. Donc, à partir de l'existence de ces deux classes, il va y avoir une lutte acharnée. Et par contre, la conception marxiste nous dit que il faut qu'on arrive à renverser l'ordre du système capitaliste pour arriver à une société sans classe, sans État, n'est-ce pas, où tout le monde sera sur le même piédestal. Il faut attaquer le système de production, vous voyez. C'est-à-dire que la classe dominante, qui est la classe de la bourgeoisie, détient les facteurs de production, les forces productives. Et cette classe-là a besoin de la classe prolétarienne, ce qui a trait à la main-d'œuvre, pour accéder à la plus-value. Donc, la classe prolétarienne accède uniquement à un salaire et la classe de la bourgeoisie accède à la plus-value. D'où la raison pour laquelle Karl Marx nous dit qu'il va y avoir, c'est ce qu'on appelle une sorte d'aliénation, une sorte d'exploitation. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, c'est ce qu'on appelle une lutte des classes, et la conscience de la classe prolétarienne, eh bien, va contester l'ordre établi pour arriver, c'est ce qu'on appelle, à une dictature du prolétariat, pour ne pas dire une société sans classe, sans État. Ici, c'est une conception utopique, d'accord, eh bien, du marxisme, pour que c'est une utopie. On ne parviendra jamais à une société sans classe. D'accord, une société où tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Même au sein de l'ordre naturel, il existe une inégalité socio-économique. D'où la raison pour laquelle, comment, à l'intérieur de l'ordre social, on parviendra à une société égalitaire sans classe. D'où c'est une utopie. Et c'est dans cette perspective, vous voyez que il y a ce qu'on appelle le communisme utopique. Donc avant Karl Marx, il y avait déjà Proudhon qui a déjà conçu un système communiste, d'accord, un système communiste fondé sur la pensée socialiste, sur la pensée marxiste. Mais par contre, avec l'arrivée de Marx, qu'est-ce qu'on va faire? On va accorder une base scientifique au communisme, au socialisme. C'est-à-dire que le socialisme ne sera plus utopique, mais il sera scientifique. Pourquoi? C'est parce que on va constater que, eh bien, il y a une contradiction entre les classes sociales. On va constater que, eh bien, l'infrastructure constitue la base, d'accord, eh bien, de la conception marxiste, pourquoi? Dans une approche matérielle, c'est-à-dire que c'est l'infrastructure qui conditionne la superstructure. C'est l'économie qui conditionne la politique. C'est-à-dire que Karl Marx dit que c'est pas la conscience de l'être humain qui détermine son existence, mais c'est plutôt son existence qui détermine sa conscience. Lorsqu'on vit mal, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez pas la capacité de prendre des décisions rationnelles. D'où la raison pour laquelle la conception marxiste se fonde sur une approche matérialiste en accordant la primauté à l'économie sur les idées. Et sur cette perspective, vous remarquez que la conception marxiste se fonde sur une approche dialectique, c'est-à-dire la contradiction, d'accord, des classes, n'est-ce pas? Mais par contre, Hegel, eh bien, se fonde sa conception dialectique dans une approche idéaliste, avec Hegel, mais Marx se fonde sa conception dialectique sur la matière.
sur le matérialisme historique. D'où la raison pour laquelle vous allez voir les grandes idéologies de gauche trouvent leur fondement théorique au sein de la conception marxiste. Une personne qui ne maîtrise pas la conception marxiste, je me suis dit, aura du mal à maîtriser les familles de gauche. Bon, il faut qu'on arrive à avoir une conception hautement avancée en se référant, eh bien, à l'approche marxiste. D'où la raison pour laquelle le communisme est considéré comme étant une idéologie de gauche qui est révolutionnaire, qui est radicale. Pour la conception communiste, il faut détruire l'ordre socio-économique. Ça crée une égalité sociale. Il faut attaquer à cette inégalité sociale pour détruire l'ordre. Et c'est la conception révolutionnaire, d'accord, du communisme. C'est sa radicalité. Il faut détruire l'ordre établi qui est inégal. Donc, de ce fait, je me suis dit, cette conception radicale est une conception utopique. Pourquoi? C'est parce que comment va-t-on arriver à la destruction de l'ordre? Donc, c'est-à-dire pour arriver à une société équitable. Donc, nous la raison pour laquelle il semble que, eh bien, plus tard, il va y avoir l'arrivée, eh bien, d'une nouvelle conception marxiste, c'est-à-dire le marxisme réformiste. C'est-à-dire qu'on va procéder à une sorte de révision de cette théorie. Parce que dans pile penseur pour dire, voilà, vous savez que nous ne sommes pas d'accord à Marx. Pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas concevoir conception théorique pour nous aller vers la radicalité. Pour nous dire pas un État. Il faut qu'on ait un État. Mais c'est un État qui aura un rôle centralisateur, qui va accorder, c'est ce qu'on appelle une redistribution équitable des richesses. C'est-à-dire que l'État va percevoir, eh bien, les impôts, n'est-ce pas, en vue de procéder à la répartition équitable des richesses au profit des plus pauvres. Donc, c'est une conception réformiste. Vous allez voir, c'est pourquoi il va y avoir les socialistes qui ne sera plus radical, mais il y aura un socialisme réformiste. Et par contre, vous allez voir que il y a le socialisme et le communisme, le marxisme a connu une grande évolution. Il y a le marxisme traditionnel orthodoxe, d'accord, eh bien, qui est considéré comme étant un marxiste qui a pris naissance avec Karl Marx, avec les premiers penseurs, d'accord, du marxisme, mais plus tard, il va y avoir une sorte de révisionnisme. C'est le cas de, eh bien, Lénine, d'accord, qui va reconcevoir, eh bien, la conception marxiste en développant, c'est ce qu'on appelle, eh bien, la question de l'impérialisme, d'accord, en essayant de comprendre, c'est ce qu'on appelle que le système russe, je dirais, est différent, d'accord, du système traditionnel. Pourquoi? C'est parce qu'il y a la dynamique de l'évolution des rapports des forces politiques. Il y aura un marxisme avec Mao, d'accord, le maoïsme, avec la révolution chinoise, alors, qui fonde cette révolution sur la paysannerie, parce qu'on a compris que c'est pas uniquement les prolétaires qui peuvent procéder à ce qu'on appelle à cette révolution marxiste pour chamballer le capitalisme. Donc, les paysans aussi peuvent mener une révolution communiste. Et vous allez voir qu'il y a une déviation avec Castro, d'accord, les communistes de Cuba. Donc, il y a une évolution. Il y a l'évolution du marxisme a connu, c'est ce qu'on appelle des changements, des réformes en fonction, eh bien, de la dynamique de l'évolution de la politique, des rapports des forces politiques. Parce que la réalité n'est pas ça, elle est dynamique. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une nouvelle sécrétion des rapports des forces politiques, eh bien, ça peut affecter les idéologues, les conceptions théoriques des idéologies. Vous avez une question? Ah, ok, merci. La question réformiste. Alors, vous remarquez aujourd'hui, et ressemble que, et on dit que
la gauche perd son essence traditionnelle. Pourquoi? C'est parce que vous remarquez comment la Chine aujourd'hui, qui est de tradition communiste, gauchiste, se bascule vers les capitalistes, vers une économie de marché. Et c'est vrai. Donc, et c'est pourquoi moi je vous conseille à lire la conception socialiste de Martha Heinecker. Donc, c'est une politologue chilienne, d'accord, qui a effectué un travail énorme sur une nouvelle conception socialiste. C'est-à-dire que Martha Heinecker, elle a écrit un ouvrage titré Laboratoire pour un socialisme au XXIe siècle en Amérique latine. Eh bien, elle a fait une analyse approfondie pour concevoir une gauche émancipatrice, une gauche nouvelle fondée sur la création de richesses, une gauche fondée sur une société à grande échelle en termes de production, en termes de consommation. Mais par contre, il faut qu'il y ait une vision socialiste pour pouvoir procéder à une répartition équitable de la richesse. Et il faut qu'on ait un État socialiste pour procéder, c'est ce qu'on appelle à cette répartition équitable des richesses. Donc, au final, vous remarquez comment ces deux grandes idéologies, le communisme et le socialiste, et bien, même si ce sont deux grandes familles idéologiques qui se trouvent à gauche, mais elles n'ont pas les mêmes perspectives. Il va y avoir l'anarchisme qui va prendre naissance avec Bakounine, avec Proudhon. L'anarchisme, c'est une idéologie d'extrême gauche. C'est un excès de la gauche. Extrême gauche. Pourquoi extrême gauche? Pourquoi l'anarchisme est un excès de la gauche? C'est parce que l'anarchisme remet en question le communisme et le socialisme. Parce que les anarchistes comprennent que les communistes, les socialistes arrivent à concevoir un État dominant. C'est-à-dire que l'État communiste, c'est une classe dominante au détriment de la classe opprimée. C'est pourquoi l'anarchiste va opter pour une société sans État. Il faut qu'on mette une structure plate, considérée notable, pour prendre des décisions de nature collective. Parce que l'État représente un instrument au service de la classe dominante. C'est-à-dire que l'État communiste, l'État socialiste, qui prétend être radical, eh bien, arrive à piétiner. Cet État-là arrive à opprimer la classe opprimée qui est le peuple. Et c'est pourquoi il faut opter pour une société sans État, c'est-à-dire que mettre sur pied une communauté des notables en vue de prendre des décisions au profit de la collectivité. Et c'est pourquoi vous allez voir que l'anarchisme, eh bien, n'est pas les communistes et c'est pas les socialistes. Donc c'est un excès du communisme et un excès du socialisme. Lorsqu'on est anarchiste, ça ne veut pas dire que c'est l'absence d'ordre. Un anarchiste, ça ne veut pas dire que c'est l'absence d'ordre. Mais c'est plutôt une structure qui va, ou bien qui est contre le système étatique. Il faut qu'il y ait une structure une communauté de notables. C'est-à-dire pour prendre des décisions pour le peuple. Donc l'État est un instrument qui se met au service de la classe dominante. Donc l'anarchiste rejette d'emblée le communisme et le socialisme. Alors, il y a un problème qui se pose, c'est que il y a plusieurs courants idéologiques qui vont prendre naissance
eh bien, en réclamant eh bien, la famille de gauche. Par exemple, mais il ne faut pas prendre dans un piège. C'est-à-dire que vous pensez à un faux communiste, par exemple les populistes. Il y a des personnes qui disent que oui, ils sont communistes, ils sont socialistes, pourtant ce sont des anarcho-populistes qui tentent eh bien, à résilier, donc, comment dirais-je, des personnes qui tentent eh bien, à manipuler le peuple pour accéder au pouvoir. Elles prétendent qu'elles sont communistes, qu'elles sont socialistes, pourtant ce sont des anarcho-populistes. C'est une idéologie qui a pris naissance en Amérique latine. Vous voyez, les populistes. Et ça, il y a des grands populistes haïtiens, c'est-à-dire que la manipulation de la masse avec un discours bienfaiteur, un discours de changement, mais cependant, pendant que ces populistes font la promotion pour il y a le changement, eh bien, ils s'asseyent avec la classe bourgeoise en vue de régler des questions d'intérêt personnel pour accéder aux privilèges. Donc, il existe plusieurs populistes haïtiens. Par exemple, il y a la théorie de la libération. Populiste. Alors, j'ai mon ancien, attendez, Lucas, j'ai mon ancien professeur, Henri Sterling, le regretté de mémoire, donc, dans un cours de sociologie politique, il a tant développé le courant populiste. Alors, la théorie de libération, vous savez que c'est un courant qui prétend être de gauche, donc qui fait la promotion, n'est-ce pas, pour un changement. Alors, vous savez que donc, c'est l'Église catholique, plus particulièrement des personnes, je dirais, qui ont une appartenance eh bien, religieuse, ancienne à la confession de foi, eh bien, il essaie de prôner, c'est ce qu'on appelle un discours en termes de changement pour arriver à ce qu'on appelle à une nouvelle donne sociopolitique. Donc, il y a plusieurs courants idéologiques qui traversent la famille de gauche. Mais qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre? Il y a deux grandes idéologies qui traversent toutes les familles de droite et toutes les familles de gauche. Par exemple, il y a le nationalisme, il y a l'écologisme. Pour terminer, l'écologisme. L'écologisme, ce sont des idéologies, c'est un coin idéologique qui fait la promotion pour les valeurs environnementales. C'est-à-dire que, quoi qu'on soit de droite, quoi qu'on soit de gauche, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir une politique de protection de l'environnement, n'est-ce pas? Mais l'écologisme, eh bien, semble plus être de gauche qu'à droite. Parce que vous allez voir les pays capitalistes, comment ils développent une politique en faveur de l'environnement. Pourquoi? C'est parce que ce sont des pays qui polluent, d'accord, qui arrivent à polluer l'air atmosphérique, n'est-ce pas? Donc, ces pays-là n'ont pas une politique effective en faveur de la protection de l'environnement. Vous allez voir les pays de gauche, eh bien, ont une conception bien plus ouverte et pour arriver eh bien, à la protection de l'environnement en ce qui a trait à la justice environnementale. Le nationalisme, ça traverse toutes les grandes idéologies, quoi qu'on soit de gauche, quoi qu'on soit de droite, eh bien, il faut qu'on ait un sentiment nationaliste. Même si les grandes puissances actuellement arrivent eh bien, à affecter le nationalisme, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est parce que, en ce qui a trait aux valeurs occidentales, impérialistes, eh bien, les valeurs nationalistes s'effritent dans la plupart des petits pays tiers-mondistes. Il y a le déclin du nationalisme par rapport à ce qu'on appelle un ensemble de valeurs de tendance impérialiste capitaliste. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, nous allons aborder le contrôle constitutionnel, les deux grands systèmes du contrôle constitutionnel
au sein de la Constitution de 1987, amendée à la prochaine. Merci à vous.